Alors, bienvenue toujours dans la correction de l'examen 2019. On est arrêté dans la correction de la deuxième partie. Donc, la partie 2, la première question de la partie 2, dit d'écrire sommairement comment est organisé l'entretien routier courant au sein d'une DPETL. Donc, cette question est relative à l'entretien routier courant qui est exécuté par les différentes brigades de chaque DPETL. Donc, pour répondre à cette partie de première question, entretien courant. Donc, l'entretien courant est l'ensemble des opérations routinières et périodiques effectuées par les services d'entretien routier au sein des DPETL pour maintenir en bon état les différentes composantes des routes, la chaussée, les accotements, les ouvrages d'art, les ouvrages d'assainissement, les taliers, etc. Et il est organisé comme suit. Donc, c'est une phrase d'accroche ou une définition, si vous voulez, de l'entretien routier. Et après, on cite les différentes phases de l'entretien courant. Donc, première phase, c'est l'inspection du réseau par le chef de bureau. Inspection du chef du bureau. Entretien. Donc, c'est l'inspection de routine et périodique et l'établissement des comptes rendus et les types de dégradation, leur emplacement, leur importance et les traitements envisagés. Donc, tout ça peut entrer dans cette première phase. La deuxième chose, ou deuxième phase de l'entretien courant, c'est la programmation des interventions des brigades, soit hebdomadaires et trimestrielles. Donc, c'est la programmation des interventions des brigades. Comme on a dit, hebdomadaire ou trimestriel. Troisième phase, c'est la comptabilité analytique. On peut entrer dans les détails de chaque phase, mais la question est dise sommairement. Donc, les titres, on peut un peu détailler, pas de problème. Donc, la comptabilité analytique pour assurer un bon suivi de l'activité de l'entretien, la réalisation, les affectations des ressources techniques et financières et la détection de différents dysfonctionnements éventuels ainsi que les corrections nécessaires à cette dégradation. On fait cette comptabilité analytique pour savoir les différentes ressources allouées à l'entretien. Est-ce qu'il est suffisant? Est-ce qu'il y a un manque? Est-ce qu'il y a une insuffisance, etc.
On passe à la deuxième question. Citez les principaux types de liants hydrocarbone utilisés dans les travaux routiers au Maroc et précisez leur domaine d'utilisation. Donc les différents liants qu'on a, on a trois types de liants. On a les bitumes purs, les bitumes fluidifiés et les émissions de bitume. Donc on doit préciser chaque type et les utilisations. De liant. Donc on peut dresser aussi un tableau comme ça. Donc si on met les types, type de liant et ses domaines d'utilisation. Donc on a dit qu'on a premièrement les bitumes purs. Pour cette catégorie de bitumes purs, on a les bitumes 40-50. Donc 40-50. On a 60-70 et 80-100. Aujourd'hui, on utilise le bitume pur 35-50 au lieu de 40-50. Donc, l'utilisation aujourd'hui, on utilise ce 35-50 au lieu de 40-50. Comme vous savez, pour les bitumes purs, ce sont des dérivés de pétrole ou des schistes bitumineux. Le domaine d'utilisation, c'est la fabrication. Premièrement, les endroits bitumineux. À chaud. Comme le B, le GBB, etc. Endroits bitumineux et le gras bitume, couche de base, GBB, etc. Ceci pour la fabrication des bitumes fluidifiés, fabrication de bitume fluidifié et les émissions de bitume. On va voir les bitumes fluidifiés. La deuxième chose, c'est le bitume fluidifié. Liquide. Ce sont des mélanges de bitume pur 80-100 avec du liant. Donc parmi les types de ce bitume fluidifié, on peut trouver les cul-de-bac 0,1, cul-de-bac 0,15. Maintenant, ces cul-de-bac ne sont pas utilisés, ils sont interdits parce qu'ils présentent un degré d'infiltration très élevé vers les nappes phréatiques, donc ils présentent un danger de pollution pour les nappes phréatiques. On n'utilise pas ce genre de bitume pour l'imprégnation, donc on substitue par les émissions de bitume qui présentent un degré moins élevé pour les nappes phréatiques. Donc, on continue, on a le cul-de-bac 0,1, 0,15, on a le cul-de-bac 400,
500, 1500, 600. Et les kickbacks 800, 1400. Donc la différence entre ces catégories, c'est la viscosité. Donc le kickback 800, 1400, c'est le plus visqueux. Donc l'utilisation de ce bitume fluidifié, c'est pour le répondage superficiel. C'est-à-dire en surface, pour la prégnation par exemple. Ou aussi la fabrication des émissions de bitume. Le dernier type de liant, c'est les émissions de bitume. Donc ce sont des dispersions de liants fluidifiés avec l'eau. Donc c'est la dispersion de bitume fluidifié 800, 1400 ou kickback 0,1 avec l'eau. Donc parmi les types, on peut trouver les émissions 55, 65, 69%. Donc la différence entre ces types d'émissions de bitume, c'est l'indice de rupture. Donc elle se diffère d'une émission à l'autre. 57% par exemple, donc on a 45% de l'eau et 55% de bitume. Donc c'est le pourcentage de bitume. Parmi les utilisations de ces bitumes, pour le 55, on utilise pour l'imprégnation. Pour 65% ou 69%, on utilise généralement pour le revêtement superficiel ou aussi pour la couche d'accrochage. Donc cette couche d'accrochage est mise en œuvre avant l'exécution de l'oreille bitumineux. On utilise cette couche d'accrochage entre deux chaussées ou sur une chaussée existante ou une chaussée qui est exécutée avec l'enrobé ou un couche de rhône. Donc c'est ça les différents types de liens. On passe à la troisième question qui dit décrire le rôle du laboratoire dans un projet routier en phase d'étude, en cours des travaux et après achèvement des travaux. On doit dresser aussi un tableau pour cette question. Une troisième question. Rôle du laboratoire.
3 colonnes. Ici avant, pendant ou en cours. Et ici après. Après achèvement des travaux. Ou plutôt, si on peut mettre dans la phase d'étude. Donc on peut faire dans la phase d'étude. Comme écrit dans la question. Étude, encore des travaux, ou pendant les travaux, et après achèvement. Donc premièrement, en phase d'étude, le laboratoire il sert à la réalisation des études géotechniques. Donc, des études géotechniques. Donc ces études elles servent pour servir de base pour déterminer la structure du corps de chaussée. Donc le laboratoire il nous donne, il réalise les essais géotechniques pour savoir et déterminer par la suite la structure ou l'épaisseur des différentes couches qu'on doit concevoir pour un tel projet. Deuxièmement, donc, il peut aussi écrire les essais, le laboratoire il nous servi de faire les essais de stabilité pour par exemple les talus. Donc, il fait des études géotechniques pour savoir les pentes à adopter dans le projet d'exécution et les différentes techniques aussi de stabilité qu'on peut adopter dans le projet. Donc les essais de stabilité. Établir les pentes de talus. Donc il existe d'autres éléments, vous pouvez l'ajouter dans cette colonne, dans ce colonne. On passe maintenant à la phase en cours des travaux. Donc le laboratoire pendant les travaux, il nous donne des rapports, des essais d'agrément et des études de formulation. Donc il fait des essais d'agrément. Et aussi des essais de recettes. Aussi des essais de formulation. Une formulation pour les bétons ou aussi pour les enrots bitumineux. Aussi, le laboratoire sert pour le contrôle de l'exécution, le contrôle de la qualité d'exécution des travaux. Donc, pendant l'exécution des travaux, le laboratoire il nous donne les essais de qualité, il fait des essais de qualité pour savoir, pour juger la qualité de l'exécution des travaux sur chantier. Par exemple, les essais de compactage, les essais in situ comme le compactage, ou les essais au laboratoire, par exemple l'écrasement, les essais d'écrasement, les essais de détermination des limites d'Atterberg, de l'équivalent de sable, l'indice concassage,
et un ensemble d'essais qui sont nécessaires pour garantir la qualité des travaux. Et bien sûr, on peut, après l'exécution de ces essais, il établit les rapports. Établissement des rapports des essais au profit du maître d'ouvrage. On peut ajouter aussi l'assistance du maître d'ouvrage dans la prise de décision. Le laboratoire, quand il trouve quelques anomalies, quelques problèmes, où il peut aider le maître d'ouvrage dans la prise de décision ou de solutions à adopter pour les problèmes qui sont survenus dans l'exécution de chantier. Par exemple, le problème des fondations qu'on a vu dans la première vidéo, dans la deuxième vidéo. Donc il sert à la prise de décision pour le maître d'ouvrage. Et après l'achèvement des travaux, il réalise des essais de chargement pour les ponts, des essais de chargement pour les ouvrages d'art. Aussi, on peut écrire la réalisation des expertises. Donc, le laboratoire, quand le maître d'ouvrage demande au laboratoire de faire des expertises, il fait donc, suite à la demande du maître d'ouvrage, le laboratoire peut réaliser des essais d'expertise sur quelques ouvrages ou quelques anomalies qui sont parvenues après l'exécution du travail. On peut aussi ajouter le contrôle visuel de la qualité des travaux exécutés. Cet élément peut être fait par le maître d'ouvrage ou aussi pour le laboratoire, et il signale des problèmes éventuels au maître d'ouvrage. On passe à la quatrième et dernière question. La quatrième question dit: précisez les dispositions que doit prendre l'entrepreneur ou l'entreprise pour assurer la sécurité sur les chantiers routiers, aussi bien pour les usagers de la route que pour les ouvriers. Donc on doit dresser notre tableau ici. Donc, la quatrième question: sécurité sur le chantier. Premièrement, pour les usagers de la route, et deuxièmement pour les ouvriers.
Donc pour les usagers de la route, il faut faire une installation respect des normes de la signalisation temporaire du chantier. Donc installation et respect des normes de la signalisation du chantier. Donc il y a des règles de signalisation, il faut les respecter comme le guide sur la signalisation temporaire du chantier. Donc selon les cas des travaux, est-ce qu'il s'agit des travaux au milieu de la chaussée, est-ce qu'il y a des travaux en dehors de la chaussée, est-ce qu'il y a une circulation par alternance, donc il doit respecter tous ces normes pour la signalisation du chantier. Aussi, il faut veiller à respecter et maintenir la distance de sécurité entre la zone des travaux, où il existe les engins et les usagers de la route. Donc, respect des distances. De sécurité. Donc, entre les engins et les usagers. Donc, la zone de travaux doit être loin des usagers de la route, où il y a une distance pour éventuels risques, par exemple, pour éviter les accidents qui peuvent être survenus au moment de l'exécution des travaux. Dernièrement, on peut ajouter les assurances. Il faut avoir les assurances tout risque et les assurances responsabilité civile. Donc l'établissement assurance responsabilité civile, RC, et de risque chantier. Ils sont obligatoires. Vous pouvez ajouter quelques éléments, d'autres qu'il y en a plusieurs éléments, donc je vais se contenter par 3 éléments. On passe pour les ouvriers. Donc il faut faire des formations pour les ouvriers. Formation sur la sécurité, ce chantier. Il faut sensibiliser les ouvriers pour le respect des conditions de sécurité et les inviter à apporter les ouvriers à apporter les équipements de sécurité. C'est-à-dire les casques, les gants, les chaussures, donc tous les équipements pour protéger, qui servent à protéger les ouvriers. Aussi diffuser les consignes de sécurité sur les locaux
de chantier. Donc il faut coller les indications et les consignes dans les locaux de chantier pour sensibiliser les ouvriers et les agents du chantier pour le respect et faire des rappels pour le respect des consignes de sécurité. Et voilà, on a terminé notre correction d'examen. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou des recommandations ou des remarques. Soyez le bienvenu. Vous pouvez aussi trouver les mails pour me contacter. Je serai ravi de communiquer avec vous. Merci beaucoup pour merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve Inch'Allah dans les prochaines vidéos qu'on va voir d'autres choses Inch'Allah. Merci.